Internet, ce sur quoi je travaille. Voilà, vous avez plein d'infos en ligne. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, vous l'aurez constaté, on est dans un monde qui change très rapidement, qui change de manière très intense. Et juste pour cadrer un petit peu le débat, en fait, on a 3 grands leviers qui accompagnent le changement du monde aujourd'hui. Le premier levier, c'est évidemment tous les enjeux sociétaux et climatiques. C'est pas un scoop, on en entend régulièrement parler. C'est un vrai sujet. Il n'y a qu'à voir les problématiques de température qu'on a, qui sont loin d'être celles de saison, y compris actuellement. Enfin, c'est un peu mieux depuis quelques jours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la prise de décision en entreprise, c'est évidemment un levier à prendre en compte. Le deuxième levier important, c'est celui de la mondialisation. C'est pas non plus très nouveau, la mondialisation, on m'en parlait déjà quand j'étais sur les bancs du lycée, sauf que c'est pas la même mondialisation, elle a évolué en fait au fil du temps, et on voit bien avec les événements récents que là aussi, quand vous prenez une décision aujourd'hui en tant que décideur, que ce soit décideur public ou décideur en entreprise, vous avez à intégrer cette dimension internationale, cette dimension locale. Puis un dernier levier dont on parle pas beaucoup, qui est celui en fait de la transformation numérique. Alors, quand je dis on n'en parle pas beaucoup, c'est pas complètement vrai. Quand on regarde dans les médias, souvent on en parle en disant « Oh là là, ça va enlever tous nos jobs, ça va être très problématique, on ne sait pas de quoi on parle, etc. etc. » L'idée de ce soir, c'est justement de démystifier un peu le sujet des IA génératives et de répondre peut-être à certaines de vos interrogations. Alors j'ai quelques élèves et quelques professeurs du lycée Blaise Pascal, que je remercie pour aussi cette invitation, qui m'ont envoyé des questions. Donc voilà, je vais essayer de répondre à ces questions. Puis si jamais il y a des choses qui manquent, n'hésitez pas à les poser à la fin de mon propos, ça sera avec grand plaisir. Alors sur le levier technologique, je ne sais pas si vous êtes coutumier de cette courbe, mais là on est sur une courbe exponentielle et on est sur la prévision selon un courant de pensée qu'on appelle le courant de pensée transhumaniste, qui est un courant américain dont le berceau étant la Silicon Valley, qui explique qu'à l'horizon de 2023, nous allons avoir une machine qui a des capacités qui sont équivalentes à celles d'un cerveau humain. C'est pas mal quand même, cette courbe, elle a été publiée il y a quelques années. Et ça dit 2023. Novembre 2022, il y a quasiment un an jour pour jour, on a eu ce fameux ChatGPT dont tout le monde a parlé pendant un an et qui pose cette question-là. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat intelligence, en tout cas pas tout de suite. Est-ce que c'est aussi intelligent qu'un être humain ? Mais on voit bien que c'est quelque chose qui était anticipé par ce courant transhumaniste. Et on a une deuxième date clé qui est ce point qui est appelé le point de singularité. En fait, ce point de singularité est estimé à l'horizon 2045. Et là, selon toujours ce courant de pensée, en fait, on aurait à cet horizon de 2045 une machine qui a la puissance de calcul ou l'intelligence, on met plein de guillemets autour de ça, mais l'intelligence équivalente à 8 milliards de cerveaux humains. Alors, vrai, pas vrai, vous divisez par 8, vous tombez à 1 milliard, vous divisez par 800, vous tombez quand même déjà à beaucoup. En fait, le vrai sujet, c'est que dans cette salle, on va être quand même un certain nombre à être concernés par cette vague de transformation. Quand bien même la prévision serait erronée et ne serait vraie qu'à 1% ou 10%, ça vient quand même déjà interpeller et on est déjà questionné sur ce sujet-là. Alors j'avais prévu un truc un petit peu interactif, mais voilà, pour tout un tas de raisons techniques, ça ne marche pas complètement. Mais néanmoins, moi je serais assez preneur que vous scanniez le QR code. Vous allez atterrir sur 3 petites questions. Je vais vous le faire de mémoire, les questions. Mais la première, vous allez voir, c'est très simple. C'est de savoir si vous avez entendu parler de ChatGPT. Vous allez répondre. C'est pas, du coup, ça ne sera même pas affiché. Donc c'est complètement confidentiel. Vous répondez comme vous voulez. Là, généralement, quand je pose la question, c'est pas un scoop, j'ai à peu près 100% de réponses positives. Ah ouais, bon alors ça marche vraiment pas du tout. S'il faut que je le lance, j'y ai pas accès en fait. Bon tant pis. On va le faire comme ça à main levée, ça va fonctionner aussi. Donc du coup, effectivement, 100% de réponses positives. Tout le monde a entendu parler de ChatGPT. Pas de problème. La deuxième question que je pose, et là du coup je vais vous demander de lever la main, c'est de savoir qui parmi vous utilise ChatGPT tous les jours. Je me mets dedans. Ouais, tous les jours. Et là, vous voyez, on passe de 100% à, je ne sais pas, petite estimation rapide, 3, 4, 5% max dans la salle.
La dernière question que j'avais pour vous, c'est plutôt pour les parents. D'après vous, est-ce que vos enfants utilisent déjà de l'IA générative? Et si oui, est-ce que vous savez où? Parce qu'on parle de ChatGPT, mais ouais, donc une main levée. Les autres, vous savez peut-être pas. Ouais, si. Bon, globalement, pareil, quand même, quelques pourcents d'informations. En fait, le vrai sujet, c'est que c'est déjà très présent dans les outils numériques du quotidien. ChatGPT et l'annonce de novembre 2022. Mais en fait, en parallèle, vous avez eu Magic AI dans Canva. Vous avez eu des outils comme Killbot, comme Poe, comme You, comme je pourrais vous en citer en fait des dizaines, qui sont peut-être déjà des outils beaucoup utilisés par les jeunes générations dont vous n'avez peut-être pas non plus connaissance. Bah, c'est un peu ça, hein, le sujet de ce soir. Et la dernière question que j'avais pour vous, parce qu'il y a 4 parties dans la présentation, et pareil, on va le faire à main levée. La première partie, c'est un peu rétrospective de l'année. Très très vite, hein. Mais c'était plutôt pour ceux qui habitaient sur la Lune et qui ont raté 2-3 épisodes. Ça bouge très très vite. La deuxième partie, c'est plutôt une partie sur le fonctionnement technologique. Alors là, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Ça dépend vraiment de ce que vous avez envie d'entendre ce soir. On joue à des oui. Alors qui ça intéresse, le fonctionnement technique, technologique? Ouais, quand même. Bon, donc celle-là, je ne vais pas faire l'impasse. La troisième partie, c'était pour des impacts sur la société. Donc là, qui ça intéresse? Ouais, celle-là, c'était sûr, hein, je comptais la faire quoi qu'il arrive. Et la dernière, c'était plutôt spécifique au monde de l'enseignement, parce que vous l'aurez compris, j'interviens dans le monde de l'enseignement. Est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse? Ouais, j'ai pas beaucoup de temps, hein, donc bon, ok, je vais démarrer du coup tout de suite. Hein. Alors, rapide rétrospective, en fait, il y a un an, pour ainsi dire, il n'y avait rien, en tout cas rien de connu au niveau du grand public. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un an, moi je faisais l'accueil de nos étudiants avec ces 2 visuels, avec une question toute simple qui était, d'après vous, qui a réalisé ces visuels? Et alors là, il y a un an, je vous le donne dans le mille, 100% du temps, on me disait, facile, Vincent Van Gogh. Aujourd'hui, quand je pose la même question, on me dit, non, trop facile, IA générative. Le but de cet exemple, c'est de vous expliquer qu'en fait, on rentre dans une période collectivement, et on est tous concernés, hein, ce n'est pas une affaire de génération, on rentre dans une période où on va devoir désapprendre un certain nombre de choses et réapprendre beaucoup d'autres choses. À cause de cette vague de transformation numérique, ça c'est pas nouveau, mais notamment à cause de cette vague autour des intelligences artificielles, et plus spécifiquement donc des intelligences artificielles génératives. Alors désapprendre et réapprendre, ce n'est pas un schéma qui est simple, parce que ça nécessite de prendre un peu de recul sur ce qu'on a appris justement, sur où sont les freins par rapport au monde d'aujourd'hui, de savoir mettre de côté un certain nombre de choses tout en gardant d'autres choses, des valeurs fondamentales comme boussole à l'intérieur de ce monde qui bouge très rapidement. Et puis réapprendre, c'est pas simple non plus, parce que sur un sujet comme IA générative, vous allez voir dans la rétrospective, en fait en l'espace d'un an, on est passé de 0 à beaucoup. Les chiffres donnent un peu le tournis. Donc, au moins, c'est quand même l'univers et le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Alors voilà quelques couvertures du Time sur l'espace d'un an. Moi, j'aime bien ce magazine parce que quand il se met à parler de technologie, généralement, c'est des trucs très costauds. Donc, il y a un an, c'était le lancement de ChatGPT. Puis, il y a eu la vague d'interrogations, là, c'était plutôt en juin. Interrogation sur la fin de l'humanité. Vous savez, là, c'est tout le moment où il y a eu le moratoire, il faut arrêter tout ça, l'IA va tuer l'humanité, etc. Je vous donnerai ma vision perso par rapport à ça. Et puis, fin d'année, là on est en octobre, on est plutôt sur le top 100 mondial des personnes qui font l'intelligence artificielle. Alors sur le top 100, c'est assez facile, il y a un Français, il est là, il s'appelle Yann Lequin, il est directeur du labo de recherche en IA chez Meta. Et c'est un peu dommage que ça soit le seul. Hein. Des objectifs évidemment qu'on pourrait avoir en France et en Europe, c'est d'avoir un panachage un peu plus important de personnes qui sont reconnues au niveau mondial sur ce sujet. Alors voilà les tout derniers chiffres. Hein. Qu'est-ce qui se passe en une minute sur Internet? C'est facile. Alors ceux-là, je ne les ai pas vérifiés, mais celui-là, je l'ai vérifié. Il y a un an, là, on était à 0. Ouais, ça n'existait pas. Et maintenant, vous avez de l'ordre de 7000 prompts par minute sur ChatGPT. Je prends un unique outil. Okay, donc on voit bien qu'en un an, c'est allé extrêmement rapidement en termes de progrès.
Là, vous avez le top 50 des outils les plus utilisés dans le domaine de l'IA et de l'IA générative. C'est les outils grand public, donc vous pouvez prenez la photo parce que vous pourrez les tester. Hein. Il y a plein de choses à tester intéressantes là-dedans. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que... Attendez, je me mets de l'autre côté. Hop. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le premier, vous savez combien ça génère de visites uniques par mois? Donc ChatGPT, vous savez à peu près l'ordre de grandeur du nombre de visites uniques sur le site? On est quasiment à 15 milliards. En un an, hein, on est passé de 0 à 15 milliards de visites par mois. Le deuxième, que vous connaissez pas si vous êtes de ma génération, mais que tous les jeunes connaissent, en tout cas beaucoup d'entre eux, c'est Character.ai, qui est en fait une simulation de personnages, alors plus ou moins célèbres, mais en gros c'est de l'IA générative, c'est comme ChatGPT, sauf que ça va vous permettre de simuler Einstein, de simuler tel ou tel profil de personne, je vous expliquerai comment ça marche. Et là on est donc à en gros 15 milliards, ici on tombe à 3 milliards de visites mensuelles. Et le troisième d'après vous, Google Bard, vous savez? C'est celui de Google et on tombe à 300 millions. Donc en fait, les deux premiers, ça se chiffre en milliards. Le troisième, c'est en centaines de millions. C'est déjà bien, hein, 300 millions. Il y a plein de gens qui pilotent des sites web qui aimeraient ce volume-là de visites. Mais en fait, on chute très très vite dans ce tableau. Et ce tableau, moi, je vous invite à parcourir un certain nombre des outils parce que ça préfigure le monde qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Moi, je réalise beaucoup de veille sur cette thématique, mais si vous vous intéressez à l'IA générative, allez sur Hugging Face. En plus, c'est fait par des Français. Et c'est un peu the place to be si vous recherchez des modèles d'IA, quoi. Open source, etc. Vous pouvez regarder Eleven Labs. Eleven Labs, je l'ai testé, en fait, ça permet de cloner sa voix. Alors, il y a quelques mois, ça prenait du temps. Aujourd'hui, vous enregistrez 3 minutes de vidéo et vous pouvez avoir votre voix clonée de manière assez crédible, quand même. C'est assez bluffant. Et ça continue de progresser. Midjourney, vous en avez peut-être entendu parler, c'est sur la génération d'images, etc., etc. Bref, il y a un an, il n'y avait rien de tout ça. D'accord, hein, c'est ça qui s'est déroulé là, sur les 12 derniers mois. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup en termes d'usage? Là, si on regarde sur la France, en termes d'usage, là on est sur une étude de mai 2023 de l'Institut Talent. En gros, bon, tout le monde a entendu parler de ChatGPT, je vous ai fait la démo en live, ça marche à chaque fois. En revanche, le chiffre qui est intéressant, c'est le 68%. 68% des utilisateurs d'IA générative en entreprise n'en parlent pas à leurs supérieurs. Je trouve ce chiffre génial, parce que finalement, les gens connaissent, utilisent, souvent dans le domaine privé, puis se disent « Ah ouais, mais ça pourrait résoudre 2-3 bricoles pour mon boulot », se mettent à l'utiliser pour le boulot. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les décideurs en entreprise, le management comme on dit, qui ne sait pas trop ou ne sait pas trop quoi faire, surtout avec ce truc-là, et surtout ne fait rien. Il n'y a pas pire situation en fait. Parce que du coup, vous avez d'un côté des usages qui se mettent en place, qui peuvent être assez fortement déconnectés, évidemment, des enjeux de l'entreprise. On pourra revenir sur l'histoire de la confidentialité des infos et du respect de la vie privée. L'autre chiffre que je trouve intéressant, c'est que 72% des personnes estiment ne pas avoir été formées sur le sujet. D'un autre côté, quand on regarde en un an ce qui s'est passé, c'est sûr qu'on n'est pas tous devenus prompt engineer, avec une vraie capacité de forger des prompts, des consignes pour l'IA générative, choisir ses modèles, etc. C'est normal, mais du coup, le corollaire de ça, c'est qu'il y a un besoin de formation et d'accompagnement qui est colossal, et dans toutes les sphères, que ce soit dans le domaine privé, plutôt au niveau des entreprises, au niveau des décideurs publics. Je ne parlerai pas trop de l'éducation nationale ce soir et de l'enseignement supérieur, mais il y a du boulot aussi dans cet environnement-là. Et dernier chiffre intéressant de cette étude, c'est le 45% des 18-24 ans qui utilisent donc l'IA générative versus seulement 18% des 35 ans et plus. Alors ça a dû bouger un peu, parce que là on est en mai, mais néanmoins, ça signifie quoi? Ça signifie en fait qu'on a de nouveau un fossé générationnel qui est en train de se dessiner, non plus autour des technologies et du numérique, comme on dit, mais spécifiquement autour de l'intelligence artificielle et spécifiquement de l'IA générative.
Ça, on ne peut pas le laisser en place parce que vous allez voir que ça soulève quand même pas mal de questions. Et donc oui, il faut aussi embarquer les parents autour de ces sujets de formation. Alors, usage toujours, là on est sur l'étude de novembre, ça a été réalisé par Opinionway et Slack. Étude de novembre, vous voyez, on est à 22%, vous utilisez déjà l'IA générative, vous en êtes satisfait. Et à peu près la même volumétrie, 19% qui utilisent mais qui ne sont pas satisfaits. Alors j'ai envie de dire, ceux-là spécifiquement, ils ont besoin d'être formés probablement pour les emmener à un bon usage, parce que ça veut dire qu'il y a un décalage entre l'objectif et ce qu'est capable de faire l'outil. Mais du coup, on est à 41% d'utilisation de l'IA, et on passe à 73% si on intègre un futur assez proche. Donc, vous voyez l'histoire du moratoire, moi je veux bien, hein. Mais en fait, le truc, il est déjà plié, c'est-à-dire que les grands faiseurs de logiciels et de technologies poussent ça partout. De l'autre côté, les utilisateurs utilisent déjà ça massivement. Et au milieu, vous avez ce qui structure nos sociétés, c'est-à-dire des pouvoirs publics, des organisations, des associations, l'Assemblée pour les lois, enfin voilà, tout un tas d'organisations qui sont un peu pris entre ces deux feux-là. C'est ça le sujet de l'IA générative aujourd'hui, et l'idée c'est d'arriver quand même à un fonctionnement qui soit assez pertinent et surtout positif pour la société. Quand on regarde les tâches principalement envisagées en 2024, toujours la même étude, 50% des gens disent les tâches répétitives. Mais en fait, moi je suis absolument convaincu que l'IA générative va notamment aider énormément à cet endroit-là, et y compris sur les tâches à valeur ajoutée. Sauf qu'il y a un truc, c'est qu'on n'a pas envie de se le dire. Ben ouais, parce que dans ce dont on a pris conscience là sur l'année écoulée, c'est que finalement l'automatisation, on comprenait ça assez facilement avec les robots dans les usines auprès des cols bleus. Et là, avec l'IA générative, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ben non, c'est dans toute forme d'organisation, pour des tâches dites intelligentes, auprès des cols blancs. Bref, ça n'a rien à voir avec ce que les experts planifiés nous expliquaient depuis des années. Et en fait, un des vrais sujets, c'est que ça, les IA génératives ne vont pas tout faire, hein. Ne vous me prenez pas sur mon propos, mais ça permet quand même de contribuer à pas mal de choses, et on va voir quelques exemples. Donc ça, c'est un peu la rétrospective. Voilà, tout ça, je vais vous le passer. Si vous êtes intéressé sur le sujet, vous me trouverez sur les réseaux sociaux facilement. Et alors, un exemple concret, c'est cette vidéo que j'ai réalisée en fait en 7 heures pour créer une musique, un clip, et je vais vous faire écouter quelques secondes, et puis après je vous raconte l'histoire de manière plus détaillée. Voilà, la version complète, vous l'aurez en ligne, si vraiment ça vous intéresse. Et l'histoire qu'il y a derrière ça, c'est que j'ai été en mars invité par un de mes très bons amis qui travaille dans le numérique, et je lui parlais de ChatGPT, on avait un débat sur, ok, alors créativité, oui ou non, avec ce type d'outils. Je lui dis, bah ouais. Il me dit, ah bon, alors tu serais capable de créer des paroles d'une chanson? Bon, bah, ouais, faut pas me lancer sur ce genre de défi en soirée. Donc on a écrit en 20 minutes, une demi-heure, les paroles de cette chanson, donc Quantum Groove Odyssey. Ne me demandez pas pourquoi on est arrivé sur ce truc-là, mais évidemment, on a utilisé de l'IA générative pour le faire. Et puis, chemin faisant, ils m'ont lancé un pari, parce que mon truc, c'est pas le visuel, c'est plutôt la musique. Et ils m'ont dit, mais tu serais pas capable de créer la musique, la chanson, etc. Bon. Je dis, bah si, cap, après, c'est plutôt une question de temps, en fait. Voilà. Bon, et puis courant de l'été, en fait, je suis tombé sur une IA générative qui génère tout.
Alors le tout, c'est quoi? C'est que vous donnez des paroles, et ça va vous générer de la musique, et ça va vous générer toute la partie chantée. Il n'y a rien d'humain là-dedans, si ce n'est les choix qui ont été faits. Et le temps nécessaire le plus élevé, ça a été sur le sous-titrage. Ça m'a pris plein de temps. Et en fait, aujourd'hui, c'est automatique, mais je l'ai vu qu'après ça. Donc, on voit qu'aujourd'hui, en un an, finalement, on est passé de l'image statique à de la création de musique, à la mise en place de voix. Les vidéos, c'est de l'IA, hein, avec quelques prompts. Voilà. Alors, j'ai rebricolé avec des trucs que j'avais déjà, mais au total, c'est 7 heures pour créer ce morceau. Alors, pourquoi il sonne un peu années 90 ? Parce que je voyais les jeunes se dire « Ah non, on écoute ça sur Nostalgie maintenant ». Il sonne années 90 parce que c'est le brief que j'avais reçu, en fait. Le pote qui m'avait lancé ce pari est fan de l'Eurodance années 90-95, donc ça respecte le cahier des charges. Voilà, tout ça pour vous dire que, en fait, sur les IA génératives, il n'y a plus vraiment de limite. Regardez les derniers développements dans le domaine de la vidéo, les progrès sont hallucinants. Ça, c'est très moche hein, au niveau vidéo par rapport à ce qu'on peut faire dans le même temps pour générer de la vidéo aujourd'hui. Là, je vous parle du mois d'août, on est à peine 4 mois plus tard. C'est ça, hein, la vitesse d'évolution. Alors, de quoi parle-t-on et comment ça marche? De quoi parle-t-on? Déjà, on parle de science. Parce que le truc, c'est que c'est souvent présenté comme étant un truc un peu magique. On ne sait pas trop, ça marche. Alors certains ont dit, ah oui, mais c'est un perroquet stochastique. Bon, ça, c'est des mots compliqués pour dire qu'en fait, il n'y a pas d'intelligence. Ce qui est très vrai, il n'y a pas d'intelligence. Mais néanmoins, ça ne dit pas comment ça marche. Premier élément, la définition. La définition d'intelligence artificielle trouve son origine en 1956 auprès d'un prof de Stanford, John McCarthy, qui a dit « L'IA, c'est la science de faire des logiciels smart », donc intelligents. Alors le problème qu'on a en français, c'est que le smart, intelligent, et le intelligence, on le traduit aussi par intelligent. Donc du coup, la phrase est un peu tautologique et ne veut pas dire grand-chose. Mais ça signifie quoi? Ça signifie surtout que, ce sont des sciences, sciences de l'informatique, sciences mathématiques, c'est en gros des régressions très très poussées sur des millions, dans un espace vectoriel avec des millions de dimensions. Enfin bref, ça s'appelle deep learning, vous allez voir, je vais vous raconter 2-3 trucs là-dessus. Mais c'est bien de la science. Et on parle de logiciel au pluriel. Et j'insiste là-dessus parce que énormément de médias ou de communication disent l'IA, avec limite un grand L, un grand I et un grand A. Mais en fait, il n'y a pas une IA. Aujourd'hui, sur Hugging Face, je vous ai dit, c'est un peu the place to be, on a 473 000 modèles d'intelligence artificielle disponibles. 473 000. Alors, allez pas me dire qu'il n'y en a qu'une. C'est pas vrai. Il y en a plein. Pour faire plein de tâches spécifiques. Et aujourd'hui, ce qu'on a et qui existe, c'est de pouvoir mettre en face d'un certain nombre de tâches spécifiques des modèles spécifiques. L'IA globale, hyper intelligente, machin, vendue par les transhumanistes, techniquement, n'existe pas du tout. Ni même dans les laboratoires. On en est très très loin en fait. Et je vous donnerai quelques éléments de détail là-dessus. Et puis le dernier point, c'est que c'est 1956. En fait, c'est pas nouveau cette histoire d'IA. Il y a des moments où ça s'accélère, il y a des moments où ça ralentit. C'est passionnant de lire l'histoire des intelligences artificielles et vous verrez qu'en fait, on est assez loin du truc très tendance d'aujourd'hui. Alors, très rapidement sur la chronologie, il y a 4 grands moments qu'on distingue. 90, c'est Deep Blue, IBM qui gagne contre Garry Kasparov au jeu d'échecs. C'est ce qu'on appelle de l'IA en intelligence rapprochée, Narrow Artificial Intelligence. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un machin qui regarde un espace tout petit, un jeu d'échecs, pour faire du calcul vraiment en mode très costaud de toutes les combinaisons possibles. Il y a zéro intelligence, c'est du calcul pur et de la puissance pure. Je vous rappelle la partie contre Garry Kasparov, c'est pareil, ça vaut le coup de lire l'historique et la manière dont ça a été reconstruit, puisque c'est la première fois où la machine a gagné contre l'humain, mais il semblerait que la machine ait gagné grâce à un bug dans le logiciel. Alors vrai, pas vrai, je vous avouerai que je n'ai pas creusé, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que finalement la machine aurait fait un coup au jeu d'échecs complètement inattendu pour le cerveau humain qui aurait déstabilisé sur la dernière manche de la partie, parce qu'il y avait égalité jusqu'à la toute dernière manche. Donc c'était quand même très très serré. Bon, ça c'est Narrow Intelligence. 1990. 2010, c'est l'époque des voitures autonomes. Effectivement, c'est là où on vous dit ta future Tesla va conduire toute seule.
Bon, faut mettre plein de guillemets, de bémols et tout ce que vous voulez. Dans pas mal de contextes, ça peut fonctionner. Dans beaucoup de contextes aussi, ça ne fonctionne pas. Au hasard, le centre-ville, pour le moment, est en fait le dernier kilomètre sur les voitures autonomes et les véhicules autonomes, et le kilomètre le plus complexe. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais néanmoins, le principe c'est le même, c'est-à-dire qu'on a des capteurs qui vont mesurer tout autour du véhicule ce qui se passe, détecter les objets, les voitures, les piétons, etc., puis essayer d'adopter et d'adapter un comportement du véhicule qui somme toute est assez simple, c'est trajectoire et vitesse. Je veux dire, ça reste assez basique, mais quand même, c'est déjà compliqué en fait comme problème. Et puis à partir de cette frontière là, vous voyez, n'existe pas en 2023, c'est marqué très très fort. Là, on rentre dans le domaine de ce qui n'existe pas, donc de la science-fiction. En science-fiction, les experts prévoient 2040, on retrouve le truc des transhumanistes, d'avoir une IA générative, une IA générale. Une IA générale, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros un logiciel qui a conscience de son existence. Alors pour les spécialistes de ce genre de sujet, ça veut dire que c'est capable de suivre la théorie de l'esprit à un niveau 3, de troisième ordre. Donc là, vous avez l'explication. C'est-à-dire que le logiciel, ici, serait capable d'imaginer une personne, un humain par exemple, en face de lui, et d'avoir conscience de ce que cet humain en face de lui est en train de penser à propos de lui-même. Bref, on ne sait pas trop le faire. On arrive à peine à faire de la détection, j'allais dire détection d'émotions, mais je vous invite à regarder comment c'est fait. En fait, ça ne marche pas du tout. Si vous faites un visage pas possible, on va dire « Ah, il est triste ». Et puis, si vous souriez, on va dire « Ah, il est super content ». C'est pas ça la détection d'émotions. Ça, c'est vaguement de la lecture des lèvres. On reconnaît des patterns et on est loin de ce qui se passe en fait dans la tête et au niveau des émotions. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas. Ça ne veut pas dire que parce qu'on n'y arrive pas aujourd'hui, dans un futur pas si éloigné que ça, on n'arrivera pas à ce type de choses. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Tout comme, du coup, j'en profite, ChatGPT ne comprend rien du tout à ce que vous écrivez et ne comprend rien du tout à ce qu'il vous raconte. Rien. Cherchez pas. Oui, il y a de l'anthropomorphisation, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu humain, un peu fascinant de simulation de quelque chose, mais en termes de compréhension, il y a vraiment zéro de chez zéro. Et 2060, on attend les ASI, donc en gros des intelligences artificielles avec cette conscience de soi-même et du coup des capacités du type de je sais que j'existe et je sais également que je veux cette chose ou voilà, ce comportement, etc. C'est pareil, ça vous pouvez regarder ce film qui est très très bien, La Transcendance. C'est rigolo comme tout parce que c'est le thème. C'est avec Johnny Depp. Et pas de bol, en fait, on est tombé sur le mégalo du coin pour faire de l'IA self-awareness. Mais voilà, ça fait un film pour le moment. Ça ne fait pas la réalité en fait, du quotidien. Donc tout ça, ça n'existe pas. Deuxième élément important sur de quoi on parle, c'est qu'on parle de ce micro-bout là. IA générative, c'est ce tout petit truc qui est un courant à l'intérieur du deep learning, qui lui-même est un courant à l'intérieur du machine learning, qui lui-même n'est qu'une seule des techniques nombreuses d'intelligence artificielle. Okay, ça permet de relativiser quand même un peu ce dont on parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vous dit « Ah bah ouais, mais IA générative, c'est le futur », oui, peut-être. Ça, clairement, de manière assez proche, ça change beaucoup de choses. C'est ce que j'appelle une technologie de rupture. Par contre, la vague autour des intelligences artificielles, elle est encore plus phénoménale. C'est ça que ça signifie. IA générative n'est qu'un tout petit bout du sujet, en fait. C'est le plus grand public, mais c'est un tout petit bout du problème. Comment ça fonctionne d'un point de vue technique? Ce visuel-là que j'ai trouvé sur Internet, il est extrêmement bien fait. Alors vous avez la source qui est là. En fait, il y a plusieurs phases pour construire une IA générative. La première phase, et elle est hyper importante, c'est toute la phase en haut qui est ce qu'on appelle la collecte des données et l'entraînement. Collecte des données, avant de créer une IA qui génère quelque chose, il faut déjà savoir sur quoi on va lui faire générer quelque chose. Donc on collecte des données. Alors ChatGPT, globalement, les chiffres, on ne les a pas avec certitude, parce qu'évidemment, OpenAI ne communique pas dessus, mais on estime, à la louche, c'est 50 millions de livres. Alors en fait, on estime à la louche, mais je ne sais pas si vous faites l'effort intellectuel, 50 millions de livres, on ne voit pas combien ça fait de pages en vrai. On ne se représente pas. Puis si je vous demande du coup le nombre de mots, voilà, ça se chiffre en dizaines de milliards, ok, super, mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas très avancé. Dans les sources,
dont on est à peu près sûr, on a du Wikipédia, la totalité des Wikipédia, toutes les langues. On a un certain nombre de sites d'information, on a des blogs. Alors ça, c'est les sources qui ont été validées. On a par exemple la base de données des brevets de Google. On a les sites web du New York Times, on a les sites web du Guardian, de Forbes, etc. Un certain nombre de sites médias se sont fait piller leurs textes. Bon, ça, c'est la partie données d'entraînement. Une fois qu'on a les données, on va procéder à ce qu'on appelle l'entraînement. Alors l'entraînement, en gros, c'est quoi? C'est la phase de modélisation mathématique des données qu'on a insérées. Donc ça crée un modèle mathématique. Je ne vais pas vous parler de ça ce soir parce que ça va être un peu compliqué. Mais on est vraiment sur cette modélisation. Puis vient la phase de renforcement, enfin d'évaluation par renforcement. Cette phase-là, en fait, elle est extrêmement importante au niveau de GPT et spécifiquement de ChatGPT, parce que des IA génératives qu'on a mis sur Internet, il y en avait avant, 2016, vous n'avez peut-être pas entendu parler de ce truc-là, mais ça s'appelait TAY, T-A-Y, lancé par Microsoft. C'était sous forme de chatbot, donc c'était à peu près en gros ce qu'on nous a proposé en 2022. Sauf que, en l'espace de quelques heures, c'était devenu le pire truc du monde, en étant raciste, homophobe, et tout ce que vous voulez en termes de phobe, quelque chose. Par les interactions, évidemment, avec les internautes qui avaient joué avec ce truc-là pour le faire complètement vriller. Ça faisait partie du truc. Quand OpenAI a fait la même chose avec ChatGPT, en fait, ce qui a surpris tout le monde et ce qui a valu cette vague médiatique à OpenAI, c'est que l'outil a extrêmement bien résisté à ça. Et l'outil a bien résisté parce qu'il y avait eu cette phase de renforcement par de l'humain. Donc on a plein de gens qui ont posé plein de questions à ce modèle initial, là, une fois entraîné, pour essayer de dire, bah oui, ça, ok, tu as le droit de le dire, ça, tu n'as pas le droit de le dire, et puis qui ont classé la qualité des réponses sous forme A, B et C. Ça permet d'optimiser en fait le modèle. Ce qui continue, quand vous l'utilisez, et que vous utilisez tous ces outils-là, le fameux pouce levé ou pouce baissé, c'est ni plus ni moins vous qui faites le renforcement du modèle suivant. D'accord ? Ça, c'est la phase de renforcement. Après, on attaque la demande, le prompt. Le prompt, c'est la consigne qu'on écrit à une IA générative, qu'elle soit pour générer du texte, de la vidéo, de l'image, ça marche avec du prompt. Ce prompt-là, c'est en fait le point de départ de l'analyse mathématique pour prédire le contenu, le mot suivant. En fait, le token, mais on va dire que c'est des mots. Donc, quand vous écrivez un prompt, votre prompt, plus il va être détaillé, plus vous allez pouvoir converger dans votre modèle de données, dans le bon endroit pour essayer d'avoir une réponse correcte. Si vous faites un prompt comme vous faites une recherche Google, vous n'avez rien compris à ce qu'était de l'IA générative. Si vous faites du prompting en ce qu'on appelle du zéro shot, c'est-à-dire un prompt et j'ai la réponse et je m'arrête là, vous n'avez toujours rien compris à ce qu'était de l'IA générative. En fait, il faut étendre le plus possible la fenêtre de ce qu'on appelle la fenêtre de contexte, c'est-à-dire tous les éléments qui vont permettre de donner du contexte au logiciel pour que du coup l'algorithme puisse converger vers les réponses les plus adaptées. Alors les plus adaptés, ça veut dire quoi? Vous allez me dire les plus adaptés par rapport à votre besoin, parce qu'en bout de chaîne, c'est quand même vous, humain, qui allez dire ok, la réponse elle est à peu près correcte, ou non, là ça raconte n'importe quoi, ou au contraire, oui, ça j'y avais pas pensé. Et cette étape-là, elle est importante. Mais votre réponse la plus adaptée, elle va dépendre de quoi? Du prompt, ça on a vu, mais de quoi d'autre? Des données collectées au départ. Et là, vous voyez poindre un petit problème sur les IA génératives, c'est qu'on parle de modèles de langage, si on est sur ChatGPT. Donc on a entraîné ça sur 50 millions de livres, super. Mais c'est quoi la liste de livres qu'on a mis dedans? Avec quelle optique on a mis tel livre et pas tel autre? Qui a décidé de ça? Comment s'est opéré ce choix-là? Est-ce qu'on a accès à la liste des contenus qui ont été indexés, c'est pas le bon mot, mais rentrés dans l'IA? On n'a rien de tout ça. Et c'est un des sujets évidemment qui se pose. C'est qu'aujourd'hui, quand vous utilisez ChatGPT, mais c'est vrai pour Stable Diffusion, c'est vrai pour Midjourney, c'est vrai en fait pour tous les outils qui aujourd'hui sont essentiellement d'origine anglo-saxonne, mais ça marche aussi sur toute la sphère asiatique, en fait, vous utilisez des outils qui ont été entraînés sur des données spécifiques, avec un langage spécifique,
Derrière un langage, vous avez une culture spécifique. Et derrière cette culture spécifique, vous avez une vision du monde spécifique. Et là, vous voyez un des sujets qu'il y a autour de l'IA générative, c'est qu'en fait, déjà par l'usage, on a massivement un usage d'un outil dont on ignore tout en termes de quelle vision précise il retranscrit sur le monde. Et je viendrai un peu là-dessus après. Donc voilà un petit peu le mode de fonctionnement. Alors ça bouge très très vite, là je vais aller très très vite aussi. On est sur Midjourney, février 2022, c'est le même prompt. Et donc vous avez un visuel qui est correct, mais enfin qui casse pas trois pattes à un canard quand même. Et un an plus tard, juin 2023, vous avez un visuel photoréaliste. C'est ça, hein, en un an, le progrès. Ça marche dans le domaine médical. Hein, je vous ai pris volontairement un peu du grand écart en termes de modèles d'IA générative. Là, dans le domaine médical, on est sur un test qui s'appelle Multimed QA, donc les réponses aux questions des patients. Et on voit qu'en mars 2022, ce modèle qui s'appelait BioLink BERT était en gros à 45% de fiabilité sur ce test-là. Un an plus tard, mars 2023, c'est évidemment pas le même modèle, c'est MedPalm 2 et celui-là est au double. Aujourd'hui, on a probablement des modèles qui répondent à 90-95% des cas correctement selon ce critère de notation et selon ce test-là. Vous avez toute une activité aujourd'hui de benchmark, hein, donc de comparatif des modèles d'IA qui se développent. Dans tous les cas, ça progresse très vite. Si on se focalise sur ChatGPT, alors je vous rassure, j'ai aucune action chez OpenAI, mais en fait, c'est le leader technique du sujet. Tous les articles scientifiques qui sortent, toutes les études qui sortent se comparent à GPT 3.5 et à GPT 4. Pourquoi 3.5 ? Parce que c'est celui qui est gratuit et accessible par tout le monde. Pourquoi le 4 ? Parce qu'en fait, pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, c'est celui qui est le meilleur sur tous les benchmarks et tous les comparatifs qui ont été réalisés sur la planète entière depuis un an. Donc techniquement, en fait, c'est le référent et c'est un peu, évidemment, l'entreprise à battre d'un point de vue technique déjà. Alors si on regarde GPT, vous avez un plugin qui s'appelle Code Interpreter, qui est hyper intéressant, hein, si vous faites des stats de l'analyse de données. Vous uploadez un fichier de données dont vous ignorez tout, vous lui dites « Ah bah tiens, je dois analyser ce fichier de données », vous dites rien de plus et hop, ça commence à vous sortir « Ah bah tiens, il apparaît la liste de variables, comme ci, comme ça », et hop, là vous avez toutes vos colonnes qui apparaissent. Et puis vous pouvez comme ça rentrer petit à petit dans votre fichier de données. Ce même plugin va pouvoir vous sortir du code informatique avec la même facilité. Avec possiblement des erreurs aussi, hein, on va revenir dessus, mais de manière très très simple. Donc on voit que ça vient résoudre en fait un certain nombre de sujets. Et puis l'autre point qu'on voit, c'est que finalement l'outil ChatGPT en un an a lui-même énormément évolué, hein, puisque novembre 22, on avait 3.5 gratuit, on faisait du prompt, et puis on se disait waouh, déjà c'est génial. Mais aujourd'hui, vous avez plus de 800 plugins disponibles, vous avez depuis novembre 23 la capacité de créer vos propres GPT entraîné sur des choses très spécifiques, enfin voilà, ça continue en fait d'avancer. Donc ça bouge très très vite aussi de ce côté-là. Ma conviction, et je vous ai mis la version pas drôle et la version drôle, c'est qu'en fait on va avoir une IA générative, enfin des IA génératives pour presque toutes les tâches qu'on souhaite. Et effectivement, là vous avez une liste des grands acteurs d'un certain nombre de sujets. On fait text to image, text to vidéo, text to audio, etc., etc. Et on va surtout pouvoir, et c'est pour ça que je vous ai mis la version drôle, fine-tuner des modèles préexistants. Là, c'est un fine-tuning d'un modèle Stable Diffusion sur la base de données spécifiques, en l'occurrence mon visage. Ce qui me permet, et ça ne sert à rien, de générer des milliers de faux visages de moi dans plein de situations. Ouais, il faut suivre. Hein. Ça, c'est le fine-tuning. Donc, ce qui est vrai pour l'image va être vrai pour la vidéo, va être vrai pour du texte. Donc, vous êtes en entreprise. Au hasard, vous travaillez dans le domaine juridique, vous faites plein d'analyses, d'études dans le monde du conseil, vous déversez tout ça dans un modèle préexistant pas trop mauvais, que ce soit du Llama 2 pour parler des concurrents d'OpenAI, donc ça c'est chez Meta, que ce soit Mistral pour parler des entreprises françaises. Voilà, vous déversez ça, vous faites votre opération de fine-tuning et normalement, avec un grand coup de shaker mathématique, vous allez avoir des réponses qui tiennent mieux la route par rapport à votre contexte qui est d'activité. On pourra parler de cet aspect technique, mais voilà ce qu'on est aujourd'hui capable de faire. Ça date déjà d'il y a un an, quasi, enfin, 8 mois. Je n'ai pas testé avec le dernier modèle, parce qu'à un moment donné, je n'ai pas le temps de tout tester non plus. Mais voilà, on peut faire déjà beaucoup de choses. Donc je pense que pour tout type de tâche, on aura effectivement une réponse en termes de modèle. Alors est-ce que c'est une vraie rupture ?
Je vous l'ai dit dès le départ. Oui, je pense qu'on est ici avec une technologie qui est du même ordre en termes d'impact que l'arrivée d'Internet en 95. C'est à peu près du même type. C'est-à-dire que ça va prendre des années avant qu'on comprenne réellement les enjeux, les impacts, qu'on identifie les conséquences, qu'on s'adapte par rapport à tout ça, qu'on voit aussi tout ce que ça a de pas forcément très positif dans le fonctionnement de la société et qu'on essaye de trouver un ajustement au milieu de tout ça. Ça va prendre du temps, c'est clair. Pourquoi rupture ? Parce que ce cartoon, là, je l'aime beaucoup, il est en deux temps. Et oui, aujourd'hui, on a des IA qui permettent, à partir d'une phrase, de faire plein de textes. Bon, parmi les collègues, si vous faites toujours de la dissertation, méfiez-vous. C'est pas un scoop, là, au premier rang. Ils vont pas le dire, mais je suis sûr qu'ils ont utilisé. Et de l'autre côté, et ça va être pour nous, on va avoir des IA génératives aussi qui vont prendre des longs contenus puis nous les résumer. En fait, tout ça existe déjà. Si vous savez où chercher, si vous prenez Killbot par exemple, ça permet de réécrire un texte déjà existant. Je vois un oui là, tu connais Killbot, ouais. Voilà. Non mais voilà, on est dans le monde d'aujourd'hui. Donc, et ces deux trucs-là existent. Bon, je sais pas vous, mais moi je veux pas trop d'un monde où je suis là en train de regarder un écran où finalement il y a des IA qui sont en train de se parler pour se dire ah ouais, là, c'est vachement bien ce qu'il a fait. Ah bah non, mais là tiens, je vais le résumer, etc. C'est un peu bizarre. En tout cas, en tant que prof, moi ça m'intéresse pas du tout de corriger des travaux réalisés par des IA. Enfin, on va pas se mentir, c'est assez loin de ce que j'avais imaginé quand je me suis lancé. Néanmoins, et pourquoi c'est de la rupture ? Parce que ça vient abolir un truc qui est compliqué pour beaucoup de gens, c'est la page blanche. Toutes les études en neurosciences vont vous le dire, on va être beaucoup plus à l'aise pour transformer même à 99,9% un contenu déjà existant, plutôt que de partir de rien. Et ça, les IA génératives, qu'on soit dans l'image, dans le texte ou dans la vidéo, en fait, ça évite de partir de rien. On part peut-être de pas terrible, mais en attendant, on part de quelque chose. Et ça, c'est un impact extrêmement important. Et évidemment, votre quelque chose va être d'autant meilleur que vous maîtrisez et les données d'entraînement et les techniques d'interrogation, et donc de ce que j'ai appelé de prompting. Autre conséquence, sur notre rapport à l'information. Jusque-là, on est tous à utiliser les moteurs de recherche. Le premier d'entre eux en Europe étant Google. Le deuxième étant Bing, mais Google c'est 80% en termes de requêtes, Bing c'est 10%. Ça vous donne le ratio. Donc en gros on est tous sur Google. Bon. Pourquoi Google est un peu tétanisé ? Parce que pour Google, le marché de la recherche, ça se chiffre à 100 milliards de dollars par an. Et ouais. Et donc quand vous avez un truc là qui marche tout seul, qui vous fait du 20 milliards de dollars par mois, de rentrée. Et vous dites, ah mince, donc là, il faut que je quitte la recherche comme je l'ai fait là depuis des années pour aller sur un bidule dont je ne sais pas trop nécessairement comment ça fonctionne. Alors voilà, c'est un peu caricatural, mais et surtout sur lequel je ne sais pas comment je vais insérer de la pub. Aujourd'hui, on ne sait pas insérer de la pub dans un résultat d'IA générative. Ça va venir, mais on ne sait pas bien le faire. Bon, du coup, c'est compliqué pour Google de réagir vite. Vous aurez compris pourquoi Microsoft a investi dans OpenAI. Parce que déjà, s'il passe de 10% à 20%, ça sera déjà colossal pour eux. D'accord ? Donc en fait, on est au milieu d'une bataille entre des très gros acteurs du numérique, à grand renfort de dizaines de milliards de dollars pour de la conquête de nos données, de nos informations, de nos recherches, etc. Donc ça, c'est le vrai sujet. Et du coup, ça change complètement notre rapport à l'information et notre rapport aux outils du quotidien. Parce que quand vous avez une société comme Microsoft ou Google qui disent « allez, moi je mets de l'IA générative dans mon logiciel, hop, j'appuie sur un bouton, c'est déployé en fait partout sur la planète. Je ne sais pas dans vos entreprises sur quelle techno vous fonctionnez, mais si vous n'êtes pas chez Microsoft, généralement vous êtes chez Google. Et puis si vous n'avez pas du Teams, vous avez du Zoom. Et puis si vous n'avez pas ces trucs-là, vous avez du Canva. Enfin bref, et de toute façon, ou du Salesforce. Tout cela ont mis de l'IA générative. Donc en fait, le débat, il n'est pas est-ce que je vais avoir ou pas. Oui, ça y est, par défaut. Après, c'est pas toujours gratuit. Et le sujet vient effectivement là. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça change complètement notre rapport à ces logiciels, notre rapport à l'information, notre rapport aux données. Et ça, c'est aussi une rupture importante. Ça a plein de conséquences négatives.
Je vous en donne juste 3. La première, c'est que en fait, tout ça est très virtuel, mais ça a des impacts très réels. Là, vous avez une fausse image qui a été générée par une IA générative, poussée sur les réseaux sociaux. En fait, cette fausse image d'une explosion au niveau du Pentagone a généré une perte au niveau du S&P 500 de 500 milliards de dollars en quelques minutes. Alors évidemment, on a récupéré à peu près le niveau après, une fois qu'on a su que c'était une fausse image, etc. Mais quand vous savez que 30% des ordres en bourse sont faits en hyperfréquence, c'est-à-dire de manière automatisée, pendant ces quelques minutes qui pourraient s'apparenter à de la manipulation de cours de bourse, il peut se passer beaucoup de choses, y compris avec vos économies et les miennes. Enfin bref, on est mal. Ça, c'est un vrai sujet. Deuxième vrai sujet, tout ce qui va être de l'ordre de la sécurité. Je vous l'ai dit, on peut cloner de la voix, on peut cloner de l'image. Moi, je m'amuse à tester plein de trucs comme ça. Là, vous avez l'exemple d'une journaliste du Wall Street Journal qui a tenté de tromper sa banque et sa famille. Dans les deux cas, ça a marché. Clonage de voix, suffisamment réaliste pour tromper et les mécanismes de sécurité d'une banque et l'opinion de sa propre famille. Bon, vous voyez que ça ouvre quand même des trucs pas terribles. Dernier élément un peu bizarroïde, c'est ce projet qui s'appelle Project December. Project December, en fait, c'est aux États-Unis où en fait une start-up, à travers toutes les traces numériques disponibles de quelqu'un, met tout ça dans un modèle d'IA générative et simule en fait la personne qui est décédée. Je vous laisse imaginer toutes les questions que ça pose sur la courbe de deuil, comment on gère tout ça, le trouble que ça amène en termes de réalité versus pas réalité, parce que ça n'est pas réel. Mais comme c'est quand même très ressemblant en termes de simulation, évidemment la frontière elle est quand même très très floue. Il va falloir bien câbler nos enfants, c'est moi qui vous le dis. Pour être sûr qu'ils fassent la distinction, parce que sinon ça va donner des trucs très très bizarres. Et puis le dernier point, c'est que des créations par IA sont relativement indétectables. Je reviendrai peut-être un petit peu dessus aussi. Conséquence sur le marché du travail. En moyenne, 25% d'automatisation des tâches. Ça, c'est une moyenne, tout type de métier confondu. Dans le monde du juridique, ça monte à 46%. 44% dans le monde du juridique. Dans le monde du soutien administratif, et ça, il y a quand même énormément de postes dans les entreprises sur ce genre de profil, on est à 46%. Les comptes rendus, en fait, ils se font automatiquement. Avec une IA générative, on enregistre, hop, ça fait le texte, ça vous ressort les idées clés, et voilà. Bon. Ces chiffres, ils sont peut-être faux, on va pas se mentir. L'étude, elle est de Goldman Sachs de mars 2023. C'est peut-être pas complètement ça la réalité. Ce dont je suis sûr, moi, c'est que l'impact, il est sur 100% des métiers et 100% des entreprises. Pas forcément gigantesque à chaque fois, mais tous les métiers sont concernés et toutes les entreprises et toutes les formes d'organisation sont concernées par ça. Y compris dans le domaine scientifique, puisqu'on est à Blaise Pascal, je vais quand même vous parler là de Life, Physical and Social Science, Architecture and Engineering, on est sur du 36%, 37%, enfin c'est loin d'être neutre, une fois encore, même si vous divisez par deux ce risque-là, on est sur des risques qui sont d'automatisation qui sont assez élevés. Je pense que c'est sous-estimé. Si on continue ce progrès exponentiel, enfin cette évolution exponentielle, ces chiffres-là sont peut-être un peu sous-estimés. Donc l'impact, il est réel sur le marché du travail. L'impact sur les compétences, il est réel aussi. Moi, je suis comme vous, pour mes collègues dans le monde de la formation, la vraie question, c'est à quoi je forme. Parce que si je suis en train de dire, finalement, j'ai une IA générative qui va faire ci, qui va faire ça, ok, du coup, je forme à quoi? Bon, là, vous avez, c'est un extrait du rapport du Forum mondial de l'économie qui date du 1er mai 2023. Alors, ça s'appelle Future of Work et il n'y a qu'au Forum mondial de l'économie qu'on sort un rapport sur le monde du travail le jour de la fête du travail. C'est pour ça que je me souviens très très bien de la date. Bon, quand on regarde, les métiers en forte croissance sont évidemment ceux liés autour de l'IA, de la data et tous ces sujets. On constate quand même que les enjeux de sustainability, donc de développement durable, sont aussi très importants. C'est des métiers en forte croissance. Mais le vrai truc intéressant de ce rapport, c'est que pour la première fois dans l'histoire du rapport du Forum mondial de l'économie, on vous dit qu'il va y avoir plus de métiers qui vont disparaître que de nouveaux métiers qui vont être créés. Jusque-là, on disait Schumpeter, destruction créatrice,
pas de problème, je fais de l'innovation, oui, bien sûr, ça transforme, mais globalement, le solde, il va être plutôt positif. Il y aura plus de nouveaux métiers que de métiers qui disparaissent. Bah là, pour la première fois, en fait, c'est plus vrai, d'après ces prévisions-là, à un horizon de 2027, c'est après-demain. Donc l'impact, il est réel, il est fort, il est massif et il se chiffre en millions de personnes concernées dans le monde du travail. Alors ça, je vais passer très vite. Dans l'entreprise, que vous soyez dans le domaine de la communication, du marketing, du design, de la créativité, de l'innovation, de la relation client, tous ces sujets-là, vous pouvez regarder ce que fait l'IA générative. Je passe à un autre univers. Que vous soyez dans la gestion administrative, la finance, le juridique, l'analyse de données ou les RH, là aussi, les IA génératives vont avoir un impact non négligeable. Alors à chaque fois, je vous ai mis des exemples, mais ce n'est pas fait pour être lu. Dans le détail. Et il y a des vrais cas d'usage qui sont en train d'être testés. Là, si je prends juste celui tout en haut, JP Morgan fait justement la création d'un modèle en propre sur la base de ses analyses, évidemment, sur des décennies de rapports financiers pour déverser tout ça dans un modèle et répondre automatiquement. Tout comme les agences de com aujourd'hui, pour ceux qui font appel à ces entreprises-là, vous génèrent en fait des contenus, du texte, du SEO, si vous faites du référencement Internet, tout ça automatiquement. Donc re-questionner les prix, c'est une bonne démarche que de faire ça. Donc vous voyez, les impacts sont importants. Alors dans l'enseignement, j'essaye d'accélérer un peu. C'est tout de suite l'enseignement ? Non. Ah oui, si. Donc effectivement, déjà les limites, puis après impact dans l'enseignement. Limite, je vous en ai déjà parlé, le risque d'hallucination. Ce risque-là est un risque élevé. Aujourd'hui, on estime que dans 2/3 des cas, les IA génératives fournissent une réponse dite correcte. Ça ne veut rien dire en soi. Ça veut dire que des humains ont dit « ouais, cette réponse-là est correcte ». Bon, vous voyez que déjà, ça dépend un peu de votre niveau d'exigence. Plus vous êtes haut, moins la réponse est correcte. Bon, mais en tout cas, c'est quand même dans 2/3 des cas. Donc, c'est pas mauvais, même si c'est pas 100% des cas. Donc, chers élèves, chers étudiants, méfiez-vous. Si vous faites un copier-coller, vous êtes mal. Il faut réfléchir un peu. Donc, les hallucinations. Vous avez une forte dépendance au prompt, une forte dépendance aux données d'entraînement. Je vous l'ai dit. Donc, tous les modèles ne se valent pas. Choisissez les bons modèles par rapport à ce que vous voulez faire. Et il y en a beaucoup qui existent. Et surtout, vérifiez systématiquement le contenu qui est généré. Vous avez pléthore de cas où, moi je l'ai eu, mes étudiants qui copient une phrase du type « En tant qu'IA générative, je fais ci ou je fais ça ». Texto, Là, la réponse, elle est directe, c'est 0. Pas de jus de cerveau, pas de notes. Très simple. Bon, soyez vigilants. Ça, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Vous êtes là pour apprendre, etc. Bon, maintenant, quand vous êtes dans le monde de l'entreprise, sur de la prise de décision, et que vous copiez-collez comme ça des rapports, des contenus, des machins, et que vous posez 0 question, au bout d'un moment, quand vous prenez une décision, il y a un peu des conséquences, quoi. Bon, c'est là où il faut quand même se dire que, en tout cas, je pense que les entreprises qui automatisent complètement la chaîne avec de l'IA et de l'IA générative sans se poser de questions, là, pour le coup, elles jouent avec le feu. Et personnellement, c'est une étape que je ne franchis pas, l'automatisation complète. À minima, à la fin, c'est une validation humaine, parce que de toute façon, au bout du bout, ça sera bien un responsable humain à qui on va dire « Ah, mais là, dans ce document-là, tu as écrit ça », et puis vous allez dire « Bah non, c'est pas moi, c'est OpenAI ». Super, mais en fait, c'est vous qu'on ira chercher, c'est pas OpenAI, Microsoft, et voilà, c'est un peu plus compliqué pour aller les chercher eux. Et bon, faites le test. Là, c'est l'exemple d'une bio, mais prenez votre biographie, demandez à différents modèles de l'écrire. Vous verrez, GPT 3.5, ça écrit vraiment en grande partie n'importe quoi. Ça cite pas ses sources. Mais GPT 4, c'est franchement meilleur et ça cite ses sources. Et puis Bing AI qui est intégré dans Edge, le navigateur de Microsoft, là, pour le coup, ça navigue par rapport à des données contextuelles sur votre site internet. Donc, ça peut être très précis aussi. Là encore, le message, c'est que par rapport à un objectif, il y a un modèle et une technique d'interrogation. Okay, mais méfiez-vous donc des hallucinations, ça se produit très très vite. Autre problème, la notion de biais et de stéréotypes. Je vous ai dit, il y a le langage, derrière le langage, une culture et donc une vision du monde. Voilà, c'est une campagne d'une association que j'aime beaucoup qui s'appelle Jamais sans elle, qui œuvre pour la présence de plus de femmes dans le monde des technologies, du numérique et plus globalement des sciences, et qui se sont amusées à tester en fait, et elles ont mis en place cette campagne de communication. Elles ont testé Midjourney,
avec Imagine a CEO, Imagine a Secretary et Imagine a Surgeon. Et puis en fait, il y a plein d'autres métiers. Pourquoi ça a été fait en anglais? Déjà, le modèle est anglo-saxon, donc voilà, on est dans la langue de départ. Et l'autre aspect, c'est que le métier n'est pas genré en fait en anglais. Donc on ne prédestine pas le résultat. Bon, je vous donne dans le mille, le chef d'entreprise vision américaine, on est en plein dans le white anglo-saxon protestant, quadra, 45-50 ans, homme évidemment, pas de débat là-dessus. Bon, et puis secretary, là on est de l'autre côté, finalement, la jeune demoiselle, voilà, on est en plein dans les stéréotypes. Vous pouvez vous amuser à écrire un prompt pour Midjourney, puis vous rajoutez banlieue, quelle que soit la langue du prompt, c'est hyper intéressant à regarder. Rajoutez banlieue. Vous allez voir que rien qu'en mettant banlieue, vous passez d'une image qui vaut ce qu'elle vaut à une image où c'est un peu apocalyptique. Ouais, parce que les données d'entraînement en fait, ont intégré le mot banlieue avec des images de voitures en train de brûler, etc. etc. On n'y peut rien, c'est comme ça. Il y a eu toute une période où le modèle a été entraîné, c'était effectivement le cas. Ça bougera peut-être, mais actuellement, c'est assez impressionnant. C'est ça les biais et les stéréotypes. Ce qui est très facilement compréhensible sur de l'image se produit également sur du texte. Et sur du texte, c'est un peu plus compliqué à détecter. Parce que sur du texte, vous pouvez avoir du coup des tournures de phrases, du double sens, alors que l'IA ne comprend pas, mais qui se trouve en fait dans les données d'entraînement et qui vous est restitué. C'est tous ces sujets-là qu'il faut essayer de traiter. Quand on dit ça serait pas mal d'avoir des modèles européens, des modèles français, moi, je souscris complètement à cette démarche-là. C'est pas juste le côté chauvin, et oui, on est gaulois, etc. Il y a plusieurs raisons derrière ça. Déjà, si on raisonne en termes de langue, le français fait partie des langues très parlées dans le monde. On a quand même tendance un peu à l'oublier. Et que du coup, si on intègre en fait cette notion de francophonie, là, on a plein de regards en français sur le monde. Donc, en fait, c'est une richesse qui est hyper intéressante à aller mettre en modèle et à les mettre en musique dans une IA générative. Donc, ça serait pas mal qu'on y aille. En tout cas, méfiez-vous de ça. Une fois encore, c'est évident sur de l'image, c'est beaucoup plus compliqué sur du texte. Du coup, nous, au niveau de l'école, on est sur une démarche assez simple qui est de dire à l'ère de tout ce que je viens de vous raconter, en fait, cherchons et continuons de chercher à développer l'intelligence humaine. Et c'est pas si simple, c'est facile à dire, c'est un peu plus compliqué à opérer. Du coup, contre quoi on doit lutter? C'est le CTRL-C, CTRL-V. Ça marche aussi chez Apple, sauf que alors, je ne suis pas Apple spécialiste, mais c'est pomme, voilà, ça doit être pomme C, pomme V, ils n'ont pas dû changer ça. Ça, c'est la norme mondiale. En gros, il n'y aura rien de pire dans l'entreprise, à l'école, dans les universités, si on a des humains en face d'un résultat d'IA génératif qui font CTRL-C, CTRL-V et c'est tout. Donc ça, c'est ce contre quoi on doit collectivement tous se battre, mais y compris vous, vous vous marrez, mais moi ça, je les détecte, comme j'ai beaucoup bossé le sujet, je suis capable de comprendre, de voir quel modèle a été utilisé. Donc non, il faut vraiment être vigilant là-dessus. Une fois encore, on est sur une technologie émergente et on est loin d'être mature. Pour autant, on n'a pas d'outils de détection fiable à 100%. C'est même pire que ça. Les études qui ont été menées là-dessus montrent qu'en fait, ces outils-là de détection de plagiat par IA induisent des biais d'évaluation. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'êtes pas anglophone de langue maternelle anglaise, vous allez être jugé positif à l'IA, même si ce n'est pas du tout le cas. Ça va plus loin. Comme tout ça est très développé, désormais quand on corrige ou on évalue un travail, et c'est vrai dans le monde de l'entreprise et dans le monde de l'enseignement, on se dit, il y a forcément eu une IA générative. C'est devenu quasiment réflexe. Et en fait, ça modifie notre regard sur les travaux qui sont réalisés. Donc on voit quand même que les effets ils sont importants. Et il faut qu'on intègre tout ça pour trouver un bon moyen de gérer ça. Et le bon moyen, je crois que c'est aussi d'établir des règles du jeu super claires, en fait, dans l'entreprise, dans le monde de l'enseignement, et de dire, ouais, pour certains travaux, c'est autorisé, pour d'autres, ça l'est pas. En soi, c'est juste pas grave, faut aussi s'habituer à faire sans. Quand c'est utilisé, de dire, ok, j'ai utilisé, je cite. C'est un outil. Il faut le positionner comme tel, c'est possiblement une source, à défaut d'une source d'information, possiblement une source d'inspiration. Voilà, il faut le citer comme tel, c'est pas forcément grave.
partir du moment où c'est effectivement autorisé. Donc ça, c'est l'intégrité académique, l'intégrité intellectuelle qu'il faut développer. Et là, on a du boulot collectivement, je m'adresse à mes collègues, parce que, je ne sais pas vous, mais moi, mes élèves, ils cherchent la note beaucoup. Il faut la bonne note. Alors c'est quoi une bonne note? On ne sait pas, mais ils veulent la bonne note. Et s'ils pouvaient avoir la bonne note sans que ça prenne trop de temps, c'est quand même vachement mieux, on ne va pas se mentir. Bon, là, il faut quand même leur expliquer que à l'école, certes, on évalue et que la note est un prisme de l'évaluation, c'est peut-être pas le seul d'ailleurs, mais surtout que le sujet, c'est d'apprendre, et non pas d'avoir des notes. Ça change un peu le prisme aussi. Bref, je n'ai pas la réponse, je vous amène la question. On pourra s'en reparler si ça vous intéresse. Bon, les conséquences sur l'enseignement, honnêtement, c'est partout. Ça va être les conséquences sur les devoirs. Moi, je l'ai écrit très tôt. Je pense que la plus grosse question à laquelle on doit répondre collectivement, pour les jeunes, c'est « mais il sert à quoi ton devoir ?» Si une IA le fait, quel sens a cette évaluation? Quel sens a ce devoir que tu me demandes? Comment ça s'inscrit? À quoi ça sert? Est-ce que ça va vraiment être utile? Bon, vous mettez devoir, vous prenez devoir, puis vous mettez cours, vous mettez... Il y a pas mal de sujets dans le monde de l'enseignement qui vont être sujets et soumis à ce questionnement-là, et qui est un vrai questionnement. Ça ne veut pas dire que tout va passer par l'IA, parce que je vais vous mettre à l'aise. Je ne crois pas non plus de l'autre côté du prisme à une pédagogie 100% IA. On sait que ça ne marche pas. On sait que ça ne marche pas parce qu'on a tous vécu le Covid, et qu'en période Covid, on a tous été derrière un écran pendant suffisamment longtemps pour se dire que quand même, pour apprendre des trucs, c'est pas génial. Et là, toutes les études le montrent. Donc, on sera sur un mélange de différentes techniques, notamment de l'IA, pas que, de l'humain, évidemment, et tout ça est à recréer, à recomposer pour qu'on soit le plus efficace possible. Un apport colossal sur le contenu pédagogique, quels que soient les niveaux, même si vous démarrez en primaire et que vous voulez créer des dictées, en fait, l'IA générative, c'est super pratique. Vous mettez des mots obligatoires et ça vous génère le texte de dictée. Et vous demandez 3 lignes, 5 lignes, 10 lignes, 50 lignes, ce que vous voulez. C'est un exemple. Vous voulez mettre à jour un contenu, c'est facile. Vous voulez expliquer, trouver une méthode innovante pour expliquer un concept particulièrement difficile, vous pouvez passer par la métaphore. Faites le test, vous faites expliquer la mécanique quantique à un enfant de 5 ans, à un enfant de 10 ans, à un enfant de 15 ans, un ado de 15 ans, un adulte de 20 ans. Et vous regardez un peu comment évoluent les réponses. C'est hyper intéressant. Passez par la métaphore, bref, et combinez tout ça. Et vous allez vous rendre compte que peut-être, en tant que pédagogue, ça va ouvrir des manières d'expliquer auxquelles vous n'avez juste pas pensé, en fait. Parce que généralement, on a 2, 3, 4 astuces. Une fois qu'on a épuisé les 4 et on se dit, mince, ça ne marche pas, il faut chercher la 5e, la 10e. Alors souvent, on parle aux collègues, mais là, on peut échanger avec une IA générative. Les activités de recherche, ça c'est plutôt dans le domaine du supérieur, mais il y a des impacts absolument colossaux sur ce sujet-là. Le lien à l'étudiant. En fait, nous, on est en train de tester, de voir si ça permet de répondre au premier niveau de questions. Vous savez, toujours les mêmes. Alors comment vous allez évaluer ce travail? Honnêtement, je rêve qu'une machine réponde à ça. C'est écrit généralement, comment j'évalue le travail. Il y a la grille qu'on a donnée. Chez nous, ça s'appelle le syllabus, mais voilà. On a donné tout ça et on a encore la question de comment on va évaluer. Bon, si on a une IA qui fait ça, c'est pas mal. Si on a une IA qui donne la définition qu'on a dit d'apprendre par cœur et qu'on a indiqué comme étant très très importante, mais que l'élève qui n'a pas voulu écouter le truc nous repose, là aussi une IA, franchement, c'est quand même pas mal. Tout ça pour dire que sur des questions, certains types de questions, en fait, c'est pas gênant d'automatiser. Quand on est à distance, je sais pas vos élèves, je sais pas Blaise Pascal, mais les miens, ils bossent entre 20h et 23h. Je le sais parce que j'ai les fichiers log de l'interface. Parfois plus. Mais moi, entre 20h et 23h, je suis pas dispo, en fait. C'est pas ma période, mon temps de travail. Donc, on voit qu'il y a un problème. Parce que du coup, s'il y a une question, on me l'envoie par mail, par forum, par ce qu'on veut. Mais je réponds au mieux courant de journée suivante, voir si j'ai plein de réunions, plein de trucs. C'est encore celle d'après. Bref, s'il y a une question, il y a une rupture dans l'engagement vis-à-vis de l'enseignement, de l'apprentissage. Bon, d'avoir ce type d'outil pour gérer un premier niveau de contact et éviter cette rupture, ça peut être pas mal. L'inclusion, c'est pareil, je ne vais pas en parler énormément, mais sur tout ce qui va être correction automatisée des fautes d'orthographe, pour l'accompagnement des élèves qui sont dyslexiques, c'est hyper puissant en fait. Ils tapent leur truc, on demande à l'outil de corriger et en fait ça corrige. Là, ça marche très très bien pour le coup. Donc c'est
probablement à regarder. Et puis après, plus globalement, dans le fonctionnement des établissements, sur la partie administrative. Bon, je ne pouvais pas être au lycée Blaise Pascal sans trouver une citation de Blaise Pascal. Donc je vous propose la suivante, c'est que la pensée, c'est la grandeur de l'humanité. Et finalement, quand on regarde les IA génératives, c'est ça que ça vient interroger. C'est à quel endroit on situe cette technologie-là, qui n'est pas que positive, elle a aussi son lot de problèmes et de questionnements, et d'essayer de positionner ça dans le monde d'aujourd'hui, parce que de toute façon, qu'on soit pour ou qu'on soit contre cette technologie-là, de toute façon, elle est là. Et ça ne sert à rien de faire contre ou de faire sans et de faire comme si ça n'existait pas. Voilà, pour ma part, j'en ai fini. Je pense qu'on peut prendre quelques questions. Et merci de m'avoir écouté.